Bonjour à tous. Merci à Préventica et merci à Xavier Gomez de son accueil pour nous présenter le fonctionnement de ce webinaire et vous annoncer qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur quel management d'entreprise pour déployer des formations à la qualité relationnelle au travail. Mais alors, pour ça, je vous dirais, on va commencer par réfléchir un peu plus que d'habitude à ce qu'est le management d'entreprise et ce qui fait aujourd'hui le management, alors ce qu'il produit, ce que fait le management. Et donc, on sait bien que ceux qui le font ne sont pas forcément ceux que vous croyez tout de suite, parce que ceux qui font les managers et ceux qui font le management, eh bien, c'est d'abord les formateurs de managers. Et dans cette démarche-là, c'est toute une conception des rapports à des formes d'autorité, de compétences ou des autorités de fonction. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir là des ambiguïtés parce que il y a des personnes qui disent « moi, je ne suis pas autoritaire », etc. Mais ce n'est pas une question d'autoritarisme, c'est une question de savoir aussi s'affirmer et savoir participer, savoir motiver, savoir déclencher des intérêts, des envies, des désirs, des projets dans une organisation. Donc manager au XXIe siècle, parce que vous allez voir qu'il y a un écart important. Quand je parle de management du XXIe siècle, c'est bien significatif. C'est bien pour dire qu'il y a différentes formes de management. Et ces différentes formes de management, ça nous intéresse beaucoup parce que comme nous sommes, nous, au cœur du développement de l'aide à la décision, c'est-à-dire la médiation professionnelle, c'est bien une technicité qui va aider les personnes à prendre des décisions, eh bien, on est au cœur de savoir aider les personnes à prendre les meilleures décisions possibles pour elles-mêmes. Et quand on fait ça, eh bien, on a une intervention de type managérial. Alors, très spécifique, très particulière, mais on y vient. C'est-à-dire qu'au début, quand on a fait la médiation professionnelle, quand on a développé cette démarche-là avec Jérôme Messinguiral, que je ne vous présente plus, mais quand même, quand je dis ça, je peux vous dire que c'est l'animateur principal de Mediateur.tv et que vous pouvez le retrouver pratiquement, que dis-je, tous les mercredis sur Mediateur.tv. Et je vous présente aussi Stéphane Sérac, qui est un spécialiste du management, qui est un auteur. Je dis aussi Jérôme, c'est un auteur, mais ce n'est pas un auteur sur le management, tandis que Stéphane, c'est un auteur sur le coaching. Vous trouvez son livre chez Duno, je crois, c'est bien ça, ou Interédition, c'est Duno. C'est Duno. Donc, un livre qui s'appelle... Coacher 6 étapes pour structurer sa pratique. Coacher 6 étapes pour structurer sa pratique. Coacher, voilà. Alors parfois le micro, ça me permet de tester un peu le micro, donc il faudra l'ajuster un peu pour que on puisse mieux entendre. Peut-être que tu te rapproches de ton micro pour que nous ayons un son le plus opérationnel possible, le plus audible possible. Alors je vous remercie tous les deux. Nous attendions bien sûr 2 autres intervenants, mais il y a des pannes. Il y a des empêchements et voilà que mon ami Henri et Jésus n'ont pas pu être présents. Cependant, vous aurez exactement le travail que nous aurions fait avec peut-être la touche qui va manquer d'Henri et de Jésus, évidemment, mais vous allez avoir les expériences et les situations que nous avons pensé vous transmettre. Alors, je reviens sur cette idée-là où j'ai lancé tout de suite sur les chapeaux de roue la thématique du management, histoire d'attirer votre attention. J'ai vu qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui sont connectées, autant le dire. Donc, c'est une œuvre de management que de développer ce genre d'activité, même un webinaire, même une organisation, une manière de communiquer, c'est de vouloir aussi, en l'occurrence, transmettre des idées nouvelles. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, vous allez pouvoir changer de manière de concevoir le management. Et je voudrais vous dire que manager au XXIe siècle, j'en étais là tout à l'heure, avant de vous présenter Jérôme et Stéphane, je voulais vous dire que manager au XXIe siècle, c'est plusieurs
manière de faire. Ce n'est pas seulement organiser, obéir et transmettre des ordres. Ça, c'était avant. Et ce n'est pas non plus manipuler, utiliser des ressources de paternalisme et de bienveillance. Ça, c'était juste après-guerre. Après la guerre de 39-45, il y avait une montée du paternalisme ambiant. Et regardez qu'aujourd'hui, ça revient avec une bonne idée. Une bonne idée, c'est l'ironie, hein. C'est avec l'idée de la bienveillance qui est là, comme ça, une posture de bien veiller, c'est-à-dire de surveiller quelqu'un avant de le punir si jamais ça se passe pas bien. Donc ce management-là, c'est pas ce management que vous trouverez avec nous. C'est-à-dire que vous voyez, si votre entreprise est dans des fonctionnements autoritaires au sens de l'autoritarisme, eh bien, c'est pas la peine d'envisager d'introduire la qualité relationnelle, vous allez perdre votre temps. C'est-à-dire que ne venez pas en vous disant, attends, dans mon organisation, je suis le patron et c'est moi qui décide de tout. Et je vais introduire la qualité relationnelle dans cet environnement parce que les autres, ils ont vraiment besoin d'être meilleurs en relation. Eh bien, si vous faites ça, c'est sûr que notre process va être conduit à l'échec parce que c'est vous qui devez commencer par changer de manière de conception de la relation aux autres. Donc, c'est important qu'il y ait une volonté, une détermination de faire évoluer la pensée. Et c'est ce que nous allons aborder avec Jérôme et Stéphane. C'est deux manières de faire évoluer la pensée. Hein, Stéphane va le faire alors au travers de différents éléments de coaching et d'apporter la qualité relationnelle dans des organisations avec des exemples. Et Jérôme aussi va apporter des exemples. Alors moi, je pourrais vous apporter des exemples, mais ce n'est pas vraiment mon sujet. Mon sujet, il est d'abord de vous dire que dans les objectifs globaux de l'évolution des concepts de management, il faut absolument que vous preniez conscience de l'importance qu'il y a de changer de concept, c'est-à-dire de changer de paradigme, de changer de modèle. Alors pour changer de modèle, je vais vous annoncer des nouvelles terribles. Il faut abandonner Maslow. C'est une mauvaise représentation des besoins humains. Mauvaise, inadaptée, complètement fictive, une invention circonstancielle qui correspond aux personnes qui ont été observées par Maslow après-guerre. Après la guerre de 39-45, quand je dis après-guerre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toutes les annonces guerrières qui nous sont faites, que c'est complètement fictif de dire aussi après-guerre. Mais voilà, abandonner cette représentation qui ne correspond en fait qu'à quelques personnes et qui est une représentation pseudo-élitiste. Parce qu'il y aurait des gens en haut de la pyramide, hein, des gens qui seraient faits pour aller en haut de la pyramide, et puis des gens qui seraient faits pour rester en bas de la pyramide. Mais bien sûr, tout le monde peut grimper en haut de la pyramide, mais c'est complètement illusoire. Donc ça, c'est assez faux. Et en plus de ça, regardez bien que les premiers besoins de la pyramide, hein, les premiers besoins, le besoin par exemple de reproduction, tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants. Ah, mince alors. Alors ça serait peut-être pas des humains, ceux qui ne veulent pas avoir des enfants, ce ne seraient pas des gens normaux. Voilà. Maslow avait une représentation à la fois de reproduction, il avait des modèles de pensée qui étaient très très conservateurs, qui étaient très très aussi impliqués dans une dynamique de bienveillance, de surveillance, de considération et de domination de personnes qui sont en haut de la pyramide par rapport aux gens qui sont en bas. Vous savez, la France d'en bas, par exemple, si ça vous évoque quelque chose, c'est bien ce concept-là qui est là. Donc, je voudrais vous dire aussi qu'il y a d'autres modèles qu'il va falloir écarter de votre formation. C'est par exemple le fameux modèle de victimisation, de l'entretien de la pensée victimaire avec Karpman. Ça aussi, c'est fait dans la même logique que Maslow, avec un état d'esprit qui après est toujours mobile parce que les gens qui utilisent le modèle de Karpman, ils disent oui, mais ça s'adapte, ça change, tout le monde peut être victime, bourreau ou sauveur, alors tu comprends, c'est plus complexe que ça. Non, en réalité, j'ai enseigné l'analyse transactionnelle, j'ai enseigné le modèle de Karpman, et bien sûr qu'on peut introduire tous les bémols qu'on veut, mais en réalité,
en réalité, c'est un modèle victimaire qui permet à la victime de devenir la personne qu'elle dénonce, c'est-à-dire de devenir persécuteur, quoi. Hein, vous avez déjà vu une personne qui se plaint, par exemple, de harcèlement, beaucoup, ben, elle finit par persécuter celui qui a été désigné comme étant le coupable. Peut-être qu'en réalité, ça m'est arrivé d'arriver dans des entreprises où en fait une personne se plaignait beaucoup et donc se mettait même en arrêt maladie. Hein, donc elle était très très plaignante. De fait, elle n'était pas bien dans sa vie. Mais elle accusait quelqu'un d'être responsable de son état. Et la personne qui était accusée, elle-même, était complètement perturbée par ça, par cette agressivité. Donc, avec une intervention de médiation, on a pu démêler cette histoire. Néanmoins, le modèle qui repose et qui est un référentiel en management aujourd'hui pose beaucoup de questions. Et il est important de ne plus y faire référence. Moi, je vous invite à abandonner Maslow, à abandonner Cartman et à abandonner encore un autre modèle qui est celui d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a fait tant de dégâts. Hein, à l'époque de France Télécom, on en parle beaucoup moins, mais il y a encore des gens qui se réfèrent à cette élucubration totale hein, d'un modèle sur lequel le deuil se ferait par étapes. Alors Elisabeth Kubler-Ross elle-même disait mais non, mais les étapes c'est pas tout à fait ça. C'est un modèle, oui, les étapes ça, il faut absolument les passer, mais il y a des gens qui passent que 2 étapes. Ben oui, parce qu'en fait ils meurent. Alors avant d'avoir terminé le cycle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout scientifique. Et c'est comme c'est introduit par une personne du corps médical, enfin une psychiatre, hein, mais du corps médical, ça paraît scientifique. Non, tout ce qui vient du monde de la science n'est pas forcément scientifique. Il y a plein d'élucubrations, des hypothèses. Alors, c'est une hypothèse de travail, ça peut permettre de réfléchir, mais n'empêche que ce n'est pas adapté, en tout cas pour travailler en entreprise, pour accompagner des changements. Non, les personnes qui refusent un changement ne sont pas inadaptées à la vie d'entreprise et à l'évolution des choses. Non, c'est tout simplement qu'elles ont besoin de réfléchir. C'est tout simplement qu'elles ont besoin d'être convaincues. C'est tout simplement qu'il peut y avoir un effort de fait pour pouvoir les motiver et les accompagner vers un changement. Ou peut-être qu'il faut changer le changement lui-même. Et voilà, c'est cette approche-là, cette approche qui peut vous dire qu'en réalité, eh bien, il faut reprendre ces concepts, les revoir et les reformater. Alors, je vais, comme ça, demander en premier à Jérôme, parce qu'il est intervenu avec le modèle des structures et interactions en communication, mais pas seulement avec la qualité relationnelle au travail, il est intervenu dans plusieurs entreprises, et il a une entreprise phare dont il a parlé et qui a reçu un espoir de la médiation pour avoir introduit justement la qualité relationnelle dans son management. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intérêt et de votre passion pour l'ingénierie relationnelle, parce que même si c'est du rationnel, on peut être passionné, et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette perspective d'appropriation des techniques d'ingénierie relationnelle. Merci à tous. Jérôme, je te cède la parole. Oui, bonjour. Merci Jean-Louis d'avoir introduit le sujet. Alors, c'est vrai que cette entreprise, il y a quelque chose, alors c'est l'Institut Camille Miret, pour ne pas la nommer, qui a reçu un espoir, mais c'est en fait la façon dont ça s'est mis en œuvre, les raisons et l'objectif sont peut-être de nature à vous permettre de vous projeter dans comment faire pour mettre en place la qualité relationnelle, dans ce que ça va produire dans l'organisation et quelles sont les personnes en premier lieu peut-être qu'il faut contacter pour pouvoir mettre ça en place. Alors, d'abord, il faut quand même admettre que la volonté de la direction était déjà de faire évoluer ce management, de la façon dont les personnes étaient en relation à l'intérieur de cet institut. C'est 1200 salariés hein, sur tout un département, avec plusieurs sites. Et c'est donc une volonté première de la direction, parce qu'il y avait des situations qui n'étaient pas résolues par ce qui était déjà en place et qui ne trouvaient pas de réponse opérationnelle au quotidien. Et donc, ils se sont tournés vers la médiation professionnelle et avec une entrée en matière, on va le dire comme ça, qui a été une résolution de conflit. Et là, je rebondis, Jean-Louis, sur ce que tu disais par rapport au harcèlement, puisque c'était un cas de harcèlement. Alors, ce cas de harcèlement, c'était très simple. 2 salariés qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui, petit à petit, la relation s'est dégradée, et puis une des deux s'est mise en arrêt maladie. Et en arrêt maladie pendant 4 ans.
Au bout de 4 ans, étant donné que la direction avait souhaité mettre en place la médiation professionnelle, je suis intervenu sur cette situation. La personne est en arrêt maladie. Et oui, un médiateur a le droit de contacter une personne en arrêt maladie. Il suffit juste d'avoir l'assentiment de la personne contactée pour qu'une médiation puisse être mise en œuvre. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis le deuxième point, il faut quand même préciser que la médecine du travail a essayé d'accompagner cette personne. Et l'une des réponses qui lui avait été faite, c'est qu'il faut absolument vous mettre à l'abri du harceleur et ne plus jamais travailler avec lui. 4 ans, donc, comme ça. Et puis, j'interviens, je mets en place le processus structuré de résolution des conflits de la médiation professionnelle. Hein. J'allais dire, banalement, typiquement, c'est un processus qui est opérationnel et qui permet d'avoir des résultats. Fin de l'entretien, donc on programme la réunion, et puis je vais voir la deuxième personne qui était accusée de harcèlement. Donc. Et c'est pareil, un entretien qui dure 1 heure, et puis on programme la réunion, donc on est d'accord. On fait la réunion, donc, et puis en moins d'1 heure, en fait, elles ont redéfini leur projet relationnel. Elles sont convenues, elles se sont entendues, elles ont trouvé les raisons pour lesquelles, en fait, ça s'était mal passé, ça s'était dégradé, avec les pics. On pourra en parler, mais vous pouvez aller voir sur Médiateur TV, c'est quoi les pics. Et vous verrez à ce moment-là les éléments qui viennent dégrader une relation. Donc, en fait, elles ont pris conscience là que l'une et l'autre, dans leur façon d'échanger, dans leur relation, il y avait des agents de dégradation, si on peut les appeler comme ça, qui avaient conduit à une situation qui était insupportable pour l'une comme pour l'autre. Et du coup, elles ont pu mettre à plat tout ça, redéfinir un projet relationnel. Résultat des comptes, eh bien, la personne qui était en arrêt maladie a commencé par un mi-temps thérapeutique. Au début, elle ne travaillait pas avec elle, et puis très très rapidement, elle est repassée à plein temps, et en travaillant à ses côtés. Depuis, tout se passe bien. Alors, j'ai les derniers échos, ça a l'air de continuer à fonctionner très très bien entre elles. Elles sont sur une relation de travail, mais il n'y a aucune anicroche et chacune se sent bien dans son poste. 4 ans d'arrêt maladie, mais pendant lesquels aussi il y avait eu un signalement, puisque le harcèlement, il doit y avoir un signalement fait à la direction et la mise en place potentiellement de sanctions disciplinaires. Heureusement, les sanctions disciplinaires n'avaient pas été mises en place. Et on le voit, c'est qu'avec une médiation de 3 heures, on résout un problème qui a duré 4 ans parce qu'il avait été pris en charge, non pas par de mauvais professionnels, mais par des professionnels dont ce n'est pas l'objectif, la méthodologie, le contexte d'intervention. Là, c'est une des premières choses, c'est bien définir ce que peut faire un médiateur professionnel. Et là, c'est de la résolution de conflits, donc un projet relationnel qui s'était dégradé. Donc ça, c'était le premier point. La mise en place. Jérôme, si tu me permets de t'interrompre sur ce point-là, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est important. C'est-à-dire que quand le management de l'entreprise fait appel à certains consultants, certains intervenants extérieurs, eh bien, en fait, il devrait être attentif à la démarche qui va être déployée. C'est-à-dire que ce que tu préconises, c'est que si en fait l'entreprise n'est pas du tout prête, ou les entrepreneurs, hein, les responsables, les cadres, les dirigeants, la gouvernance de l'entreprise n'a pas en conscience le fait qu'il faut mettre en place quelque chose qui a une perspective de qualité relationnelle, ben, on risque de contribuer à de la dégradation ou à de la gestion. C'est-à-dire que quand on est formé à la gestion de conflits, c'est ce que je veux dire, hein, la gestion de conflits, ben en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on les entretient. Donc, les entreprises qui entretiennent la conflictualité, qui ont une culture, parce que ce n'est pas l'entreprise qui entretient la conflictualité. Malheureusement, ce sont les personnes. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est important. Et d'un autre côté, les chefs d'entreprise voient très bien les limites des interventions habituelles dans ce genre de situation. Et elles sont en fait confrontées à 2 choses. Il y a une obligation légale qui est de plus en plus forte, notamment sur les signalements du harcèlement. Alors,
premièrement dans la fonction publique, mais c'est en train de se mettre en place aussi pour les entreprises du domaine privé. Et donc ça, ils ont une obligation et ils voient bien que les réponses habituelles ne sont pas performantes, mais en fait, ils ne savent pas. Et la première chose, c'est que déjà, on doit, alors c'est peut-être à nous d'être encore plus présents, de pouvoir les informer sur ce que fait vraiment la médiation professionnelle et en quoi ça va les aider, dans quelle situation précise, avec quel résultat. Ça, c'est très important. Et donc, oui, la direction doit en prendre conscience, mais en fait, elle est légitime parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement jusqu'à maintenant. Alors, c'est bien ça, c'est en fait ne sait pas comment faire autrement. Hein. C'est-à-dire que la proposition qui est faite pour développer de la qualité relationnelle, c'est ça. Alors, tu voulais, toi, affiner ta démarche, ton propos, en disant, il y a déjà eu cette entreprise qui a eu un espoir de la médiation, on recite, hein, c'est en fait le groupe Camille Miret qui intervient dans l'accueil des personnes âgées. Alors oui, c'est les personnes âgées, mais c'est aussi les personnes dépendantes. Les personnes dépendantes, quelles que soient les raisons, même les accueils de jour, les enfants, enfin, c'est très large sur la santé mentale de manière plus large d'ailleurs. Donc ils ont fait un choix, c'est celui de développer de la qualité relationnelle. Alors tu as fait comme ça. Donc c'est une entreprise où en fait il y a eu une personne, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une personne qui s'est formée à la médiation professionnelle initialement, et puis qui s'est dit tiens, et si on introduisait la méthodologie, en fait le référentiel de qualité relationnelle dans le management. Donc l'entreprise elle-même avait une culture. Est-ce que l'entreprise, ma question c'est surtout ça, c'est est-ce que l'entreprise avait une culture qui la prédisposait à ça, ou est-ce que c'est la personne qui a tout fait pour faire passer le message et donc faire une transformation culturelle? Alors il faut savoir que celle qui s'est formée, c'est la directrice générale et qu'elle avait justement besoin de faire évoluer le management et la culture d'entreprise parce que c'est une vieille institution qui a plus de 100 ans, qui avait des pratiques usuelles, mais qui étaient un petit peu dépassées par rapport à la situation et puis au comportement et à ce qui est le sens de la vie pour aujourd'hui, les uns et les autres. Donc, il y avait toute cette culture qui était un peu passéiste et elle avait besoin de faire évoluer ça parce que pour elle, les relations étaient de mauvaise qualité. Alors, peut-être qu'elle ne le disait pas comme ça au début, mais en tout cas, c'était pas, on pourrait la classer dans les humanistes. C'est-à-dire qu'elle trouvait qu'il y avait des situations qui ne répondaient pas à un bien-être, à une éthique qui était dans cette institution pour de multiples raisons. Hein. Vous accueillez des personnes en handicap, c'est pas facile d'accueillir des personnes en handicap. C'est pas facile de continuer à les considérer comme des personnes à part entière quand elles sont violentes, quand elles sont complètement fermées sur elles-mêmes. Et donc, il pouvait y avoir des pratiques, mais surtout des relations qui étaient, qui permettaient plus de reconnaître l'autre. Et donc ça, la directrice a voulu faire éclater tout ça, pas pour foutre le bordel, mais au contraire pour construire quelque chose qui est adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et c'est ça a été un choix qui est un choix de gouvernance. Oui. Parce que ça, c'est bien tombé. C'est une personne qui s'est dit, je prends maintenant la direction générale de cette entreprise qui a une vocation sociale pour accompagner des personnes dépendantes, parfois très dépendantes, hein, au point que leur état de conscience n'est pas suffisamment élevé pour leur permettre d'observer leurs propres actes, d'avoir des retours sur elles-mêmes. Et c'est là où, en fait, on se pose la question se pose, est-ce une personne à part entière? Et dès lors que la question se pose, il y a une reconnaissance qui commence à s'estomper. Donc, elle a voulu restaurer la relation. Donc, c'est vraiment une décision stratégique pour l'entreprise qui aussi a une vocation quand même à se faire reconnaître pour la qualité de son service social. Absolument. Et c'était aussi avec les représentants syndicaux, puisqu'il y avait une culture de la bataille syndicale et envers la direction qui fonctionnait justement par habitude. Et puis, ça s'était enquisté comme ça. Et les relations étaient là aussi compliquées.
Il y a même eu une demande de médiation de la part des représentants syndicaux auprès de la Directe, qui a été refusée par la direction parce que la médiation qui était proposée était de la conciliation et que ça n'aurait pas permis de construire ensemble un projet. Et donc, il y a eu vraiment un moment de pause dans cette relation-là, le temps que la qualité relationnelle déjà pointe son nez à l'intérieur. Et ça a été l'une des premières réunions de rencontrer l'ensemble du CSE, les membres de droit et puis les remplaçants. Donc, il y avait une trentaine de personnes qui étaient réunies pour bien définir ce que fait la qualité relationnelle, là où on s'arrête, pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas manger sur leur plate-bande et qu'au contraire, on va être un appui au projet relationnel, même s'ils ne sont pas d'accord avec la direction, ça pourra continuer à construire quelque chose, même si c'est de l'opposition constructive, parce que chacun a un point de vue qui est légitime. Encore faut-il pouvoir échanger sans générer des conflits. Donc c'est savoir s'il faut que la gouvernance aussi, que l'entreprise soit ouverte à une concertation, quelle que soit son activité. Parce qu'on pourrait être surpris de voir que des entreprises, des industries aussi peuvent faire appel à des dispositifs de médiation, des dispositifs de qualité relationnelle, alors que leurs activités sont plutôt guerrières. Oui, je vois très bien. C'est le management. C'est-à-dire que comment les gens vivent dans l'entreprise et quelle est la manière dont l'entreprise est pilotée, est accompagnée, qu'il y a de la concertation, qu'il y a de la discussion, que les choses se fassent avec l'implication des personnes, que les personnes soient motivées. Et qu'en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est possible d'accompagner une transformation managériale. Alors, je voudrais passer la parole à Stéphane, parce que je pense qu'il piétine un peu, parce qu'il a des expériences multiples dans ce domaine. Je te repasserai la parole après, Jérôme, si tu veux bien. Et donc, Stéphane, alors, je rappelle, Stéphane est intervenant à l'EPMN, mais il est également maître de conférence. Maître de conférence à l'IAE de Bordeaux 4. C'est ça. Ouais. Sur le coaching, voilà, sur le coaching, je le dis, il intervient, il fait les formations également de l'EPMN à Bordeaux. Et je rappelle, il est auteur d'un ouvrage que je vous recommande, évidemment, sur les 6 étapes du coaching. Donc, Stéphane, voilà, coacher 6 étapes pour structurer sa pratique. Donc, merci. Merci, oui. Ouais, alors tu vois, quand tu m'as proposé de venir dans ce webinaire, j'ai réfléchi à ce qui était en lien avec la qualité relationnelle, le management. Et ça m'a fait réfléchir sur l'histoire un petit peu. Tu l'as évoqué en introduction, et c'est par là peut-être que je voudrais le prendre, c'est-à-dire comment tout ça a évolué, comment on en arrive là aujourd'hui. Quand même, il faut qu'on se dise que quand on regarde le paysage en France en termes de relations, il n'est pas terrible. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, que ce soit en entreprise ou que ce soit même au-delà de l'entreprise. On ne va pas ouvrir cette parenthèse de la vie en société en France parce que c'est plus compliqué et il faudrait plus de temps. Mais quand on regarde le management, il est à la même image. Et je me suis posé la question, comment on en arrive là? Comment on en arrive à avoir une bonne partie des managers, puisque tu le disais, je fais du coaching et j'accompagne quand même pas mal de monde depuis les années 90 maintenant, donc ça commence à faire quelques années. Mais je suis en entreprise depuis les années 80, depuis le début des années 80. Il y a une évolution qui a été, plusieurs évolutions en fait. C'est là-dessus que je voudrais peut-être poser quelques éléments pour comprendre comment on en arrive aujourd'hui à avoir ce déficit de qualité relationnelle, cette difficulté, ces limites qu'on trouve en entreprise où les managers eux-mêmes en fait, se retrouvent dans une difficulté majeure pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs, faire du mieux qu'ils peuvent ce qu'on leur demande de faire. Et tu vois, quand j'ai fait ça, en fait, je me suis dit, mais bon sang, quand est-ce que ça a commencé, toute cette histoire du management ? Eh ben, en fait, ça remonte, tu vois, tu parlais de l'après-guerre, c'est même avant, en fait. Je suis tombé là-dessus, j'ai été étonné, c'est au début du XXe siècle, en fait, que dans les pays anglo-saxons, ce terme apparaît de management, et il n'est pas du tout dans l'entreprise au départ, en fait. Quand j'ai regardé la traduction, dans l'anglais, c'est mener son cheval à la main, manier. Alors, on n'est pas à gérer, mais pas loin, on va voir ce terme arriver juste après. Et il y avait manier avec précaution, tu vois, c'est peut-être l'ancêtre de la bienveillance, comme tu l'évoquais, avoir de la précaution, s'intéresser à comment on maniait son cheval.
Et c'est dans les années 50, en fait. Donc là, c'est ce que tu évoquais, que ça apparaît aux États-Unis en entreprise, le mot de management donc, est introduit. Et on a eu toutes les peines du monde à le traduire en français, en fait. Et quand on regarde les traductions, on tombe sur contrôler, diriger, gérer. Donc ce terme apparaît dès lors. Et du coup, ça parle d'autorité, en fait. Donc la première forme de management, on peut dire que c'est une forme d'autorité. Tu parlais pas forcément d'autoritarisme, évidemment, qui est un peu différent, mais une forme d'autorité. Et quand on regarde ça, là, la forme d'autorité qu'on a eue au départ en management, c'était l'autorité de fonction, de statut, en fait. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui le management à l'ancienne. Et quand on regarde dans l'évolution, ça, donc c'est milieu du XXe siècle, les années 50, aujourd'hui encore, on s'aperçoit quand même dans les organisations que la structure reste encore avec cette idée d'autorité par le statut, par la fonction. La fonction publique, en l'occurrence, est très marquée, mais pas que, dans les entreprises aussi privées, ça arrive. Et ça introduit quand même cette idée de lien de subordination. Donc quand on voit l'évolution, on va en parler de cette évolution du management, il y a quand même des traces qui restent depuis le début, c'est ce lien de subordination, c'est-à-dire aujourd'hui encore un collaborateur signe un contrat de travail, tout le monde n'a pas en tête qu'en fait, ils se soumettent volontairement. La Boétie parlait de servitude volontaire. On est encore, d'un point de vue structurel, dans cette idée-là. Donc évidemment, il y a des comportements et des attitudes de management qui sont calés sur ces contrats, finalement, avec cette servitude volontaire. Alors, quand on parle des années 50, ça passait. À cette époque-là, il y avait des aspects positifs. Le chef disait ce qu'il fallait faire, on le faisait, et puis tout allait bien. Finalement, il y avait peu de contestations. Et les syndicats se sont mis en place quand même. Donc, il y a eu de l'opposition qui s'est mis à jour, mais il y avait quand même peu de contestations, et ça allait même, et c'est là qu'on a eu des aspects négatifs, que ça a fait réfléchir, parce que finalement, toute la responsabilité de toutes les erreurs qui pouvaient se produire, c'était la faute du manager, puisque c'est lui qui disait comment faire, ce qu'il fallait faire, à quel moment, etc. Donc il y avait une forme de déresponsabilisation des personnes qui portaient toute la responsabilisation sur l'autorité, donc l'autorité de fonction. Donc ça a été vraiment la première chose. Et tu donnais Maslow évidemment comme référence, je te rejoins, on est loin du compte, mais à l'époque, c'était ceux qui faisaient référence, effectivement. Bon, on a vu que tout ça, il faut le laisser de côté, évidemment, parce que ça a ses limites. Ça a déresponsabilisé des personnes, et parfois, par contre, il y a des personnes qui se complaisent dedans parce que c'est sécuritaire. Finalement, quand on me dit ce qu'il faut que je fasse et que les erreurs que je pourrais commettre, je les reporte sur la personne qui m'a dit de le faire, c'est quand même pratique à un moment donné. Donc, il y a plusieurs mondes, en fait, qui cohabitent, je pense, aujourd'hui. Il y a encore ces dispositifs qui sont à l'œuvre dans les entreprises et parfois par des hauts dirigeants, même s'ils s'en défendent, et puis aussi par des collaborateurs. Donc il y a cette difficulté dans la relation, c'est comment l'autorité de fonction et de statut s'exprime encore alors que c'est peut-être plus ce qu'il faudrait faire. Alors là-dessus, la complexité du monde arrive, l'avènement des outils de communication, on va passer au management, on va dire 2.0, qui a radicalement changé les choses, mais qui a créé de la complexité. Je parle du management par les compétences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 70, il y a 68 déjà, c'est une envie de liberté, et donc l'autorité commence à être remise en question. Mais alors comment manager et comment rentrer en relation avec les personnes, comment les guider, comment les orienter, si on ne peut plus être directif, et donc c'est là où on voit apparaître les autres modes de management, le persuasif, participatif, délégatif, donc les deux dimensions du management, Black et Mouton, etc. Tous ces modèles qui ont cours encore aujourd'hui, qui sont dans les formations. Je te rejoins encore là-dessus, Jean-Louis, c'est qu'il va falloir quand même arrêter, ou en tout cas proposer d'autres modèles, c'est ce que l'on fait, de proposer d'autres modèles qui ne posent pas les limites qu'on a observées et qu'on observe encore. Puisque la gestion par les compétences, tiens, ce mot de gestion qui revient encore, est le début de la financiarisation de l'humanité, finalement. Et donc, on se retrouve avec des managers, alors là, qui ont une vraie complexité. Là, on en voit depuis les années 70, moi je suis sur les années 80 et 90, j'ai commencé à voir des gens arriver sur l'épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle le burn-out, qui est une de mes spécialités, l'accompagnement. Mais ça a démarré là, c'est-à-dire que les managers se sont retrouvés à ne plus pouvoir utiliser leur autorité de statut et de fonction,
Mais quoi faire à la place? Gérer les compétences. Mais comment on fait? Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une expertise aussi importante, voire supérieure à mes collaborateurs. Bon, très bien. Donc ça a poussé les ressources humaines à mettre en place des dispositifs pour que on mette dans des postures de manager les meilleurs techniciens. Et ça court encore aujourd'hui. Il y a encore plein d'entreprises qui nomment des managers qui sont des experts techniques. Quelle erreur, puisque c'est pas le même métier. C'est pas parce que je suis expert technique que je suis expert de la relation, et notamment de la relation humaine, donc du management. Donc il y a des aspects positifs qui ont apparu avec ça. Il y a une souplesse plus importante, une meilleure responsabilisation des personnes, le développement des compétences et donc de la performance des équipes, un meilleur résultat collectif. Tout ça, ok, ça marche super bien. Mais le manager, au milieu de tout ça, comment il fait pour garder son expertise alors qu'il s'éloigne du terrain? On lui demande de gérer du budget, on lui demande de gérer des compétences, on lui demande de gérer des tableaux de bord, on lui demande de gérer. En fait, il se retrouve submergé de tout un tas de choses et donc certains font comme ils peuvent, hein, c'est-à-dire qu'ils font des choix. Alors certains reviennent à une imposition parce qu'ils en ont marre, ils se disent ça suffit, je sais pas faire autrement, et donc maintenant c'est comme ça, on va avancer comme ça. Quand d'autres travaillent d'arrache-pied, font des heures pas possibles pour garder leur expertise, pour éviter de recentraliser les décisions, et donc ça les pousse à produire en fait autant que leurs collaborateurs. Il y a par exemple des directeurs de vente, si on prend le commerce, des directeurs de vente qui gardent les plus gros dossiers, ce qu'on appelle les accords nationaux, et ils doivent faire autant de chiffres, voire plus de chiffres que leurs collaborateurs. Et en même temps, ils doivent gérer l'humain. Donc on voit bien que ça a ses limites, et ces limites ont poussé à imaginer d'autres méthodes, et on a vu arriver alors cette idée, tu vas me chercher sur le coaching, évidemment, il y a cette hérésie qui est arrivée avec le manager coach. Voilà, donc ça c'est une hérésie pour moi, c'est-à-dire qu'il est impossible à un manager qu'on lui colle en plus quelque chose de supplémentaire, bien sûr le développement des compétences, mais s'il doit accompagner dans la dynamique de coaching en même temps qu'il doit imposer des chiffres et des performances, ça marche pas en fait. Donc on se retrouve avec des injonctions paradoxales sur le management, des gens qui souffrent beaucoup. Et donc, on voit arriver ces postures-là de manager coach avec de grosses confusions, avec l'entraîneur. Il y a même des parodies sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu le manager coach en parodie, c'est assez impressionnant. Un peu comme un entraîneur de rugby ou de football qui serait dans l'entreprise, ça donne de sacrés dégâts. Il y a les aspects positifs, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux termes qui arrivent avec ce qu'on appelle des facilitateurs. Donc des personnes qui ont pour objectif de faciliter les liens, l'organisation du travail, les ressources, les moyens donnés auprès des salariés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais du coup, ils se détachent de toute la partie gestion. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que peut-être que là, certaines organisations ont compris qu'il va falloir scinder les choses et qu'il va falloir des experts de la relation, des vrais experts formés pour ça, et donc pour faciliter la vie des gens. Donc là, il y a quand même pas mal d'aspects positifs. Ça donne une grande souplesse. On parle d'agilité, c'est ce grand terme qui vient de l'informatique. Mais ça répond aux besoins des équipiers. Ça donne de l'intelligence collective. Ça décuple les marges de manœuvre. Et puis, la limite, c'est qu'il faut quand même sortir des paradoxes. C'est qu'il y a quelques paradoxes que je voulais citer dans cette évolution. Tu l'as évoqué, Jean-Louis, c'est ce qu'on a en tête, cette injonction sur la bienveillance, où on peut entendre, par exemple, des choses du style « soyez bienveillants, mais ayez des résultats ». D'accord ? Donc, en gros, soyez gentils, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que les résultats sortent. Ou bien recadrer avec bienveillance, j'ai entendu. Recadrer avec bienveillance. Mais vous imaginez, le manager qui a ça comme injonction, il se dit, mais comment je fais ça, quoi ? Ils ne savent pas faire. Ils sont complètement démunis. Soyez gentils, mais fermes. On disait, ça date pas d'hier, une main de fer dans un gant de velours. Donc on voit bien que tout ça met en place des idées qui sont peut-être bonnes. Par contre, la mise en œuvre, les gens ne savent pas faire. C'est là qu'intervient évidemment la qualité relationnelle. Et on voit bien que même si on est resté en management à l'ancienne dans une entreprise, ou bien qu'on est passé au management des compétences, ou bien qu'on est passé en facilitation, le point commun, c'est la qualité des relations. Et si je ne suis pas formé, si je ne sais pas faire, si je ne sais pas décrypter comment, quand je considère les gens, je suis en train de les considérer, quand je suis indifférent, ça pose un problème, comment je fais, en fait, eh bien, il faut se former à la qualité relationnelle. Je pense que c'est une des voies, en tout cas, qu'on propose aujourd'hui. C'est clair qu'il faut que je remette mon micro, déjà.
Merci Jérôme de t'occuper à chaque fois de la synchronisation des images et de savoir en fait qui va monter plus sur la scène que l'autre. C'est vrai que quand on parle de tous ces aspects du management, on peut voir que tu dis management à l'ancienne, c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est que ce management à l'ancienne? C'est le management dit paternaliste. Évidemment Exactement. qu'il y a cette connotation. Et quand on dit paternaliste, on dit également bienveillant. Alors, quels sont les effets que je veux pas dire pervers de ce management rempli de bonté, hein. C'est-à-dire, on imagine quand Victor Hugo qui nous raconte Cosette et qui voit autour des gens méchants et puis des gens gentils, et que le gentil n'est pas forcément celui que l'on croit parce que c'était un ancien délinquant, hein. Et donc, enfin, quelqu'un qui avait délinquant pour avoir volé du pain, hein, quand même. Il faut quand même se rappeler ça. Donc, à une certaine époque, la bienveillance des juges n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le bracelet électronique pour celui qui vole des millions, hein. Même parce que peut-être que ça, c'est ça. La bienveillance, on peut dire qu'elle est pratiquée selon différentes règles. Et quand on parle de ça, on se dit, mais est-ce que ces entreprises où la pensée forte il y a des gens d'en bas et il y a des gens d'en haut, quand cette pensée est forte, est-ce que ces entreprises sont adaptées à transmettre une autre forme de relation, c'est-à-dire à introduire la qualité relationnelle et le paradigme qui va avec, hein, c'est l'entente, parce que quand on parle de qualité relationnelle, évidemment qu'on ne parle pas de bienveillance, parce que ça peut être très trompeur. C'est un concept voisin, mais c'est pas ça. C'est bien sûr qu'avec la bienveillance, je l'ai déjà dit sur d'autres conférences, la bienveillance c'est quelque chose qui peut se pratiquer à la maison avec les enfants. C'est tout à fait opportun. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, Jérôme faisait référence tout à l'heure à des personnes dépendantes. Évidemment qu'il y a un moment donné, un moment de bienveillance. Et c'est tout à fait pertinent. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas. Et il y a une forme d'autorité dans la relation, une forme d'autorité avec retenue. C'est ça la bienveillance. Mais est-ce que cette forme d'autorité, elle est pertinente dans le management? C'est ça aussi la vraie question. Dans le management d'une entreprise. Eh bien, pour accompagner quelqu'un qui apprend, oui, on peut être bienveillant, de donner des ordres, etc. Oui, pourquoi pas. Mais que ce soit le référentiel culturel de l'entreprise, c'est une erreur. Ça, c'est sans ambiguïté pour moi. C'est-à-dire que quand on met une référence, c'est-à-dire la référence, par exemple, si vis pacem parabellum, hein, si j'ai ça dans la tête, évidemment que j'ai une représentation de l'autre qui est un adversaire. Et que quand j'ai cette représentation de l'autre qui est un adversaire, je me comporte vis-à-vis de lui avec méfiance et avec défiance. De même que si je pense que les collègues de travail avec lesquels je dois être bienveillant avec eux, ou les salariés de mon entreprise, je dois être bienveillant avec eux, je suis d'entrée de jeu dans une posture de domination. Alors c'est vrai que ça agace un peu un certain nombre de personnes qui ont acquis ce référentiel. C'est comme si je vais pas aller, par exemple, dans une église et je vais dire non, c'est pas la peine de croire dans des amis imaginaires. Alors c'est vrai que là, tout de suite, je vais être perçu comme étant quelqu'un d'agressif. Non, je vais pas aller non plus dans une mosquée ou dans un temple ou n'importe où pour pouvoir dire la même chose. Ça sert à rien. C'est pas le but si ça fait plaisir aux gens. Mais si vous avez une volonté de faire évoluer votre entreprise par rapport à une meilleure qualité de la relation, par rapport à faire face à des plaintes, comme le disait tout à l'heure Jérôme, faire face à des plaintes de harcèlement. Je suis intervenu dans des organisations
d'État, municipales, régionales. Et dans ces organisations, évidemment, il y a des problèmes d'autorité, surtout quand il y a des changements d'organisation. Vous savez, comme Stéphane l'évoquait, il y a des personnes qui changent de service et qui s'implantent dans un service et ce sont des nouveaux managers. Alors, ce sont des directeurs de service qui passent d'une structure à une autre et les salariés, les employés, les agents restent dans la même structure avec un nouveau manager. Et bien évidemment que l'ambiance que va créer ce manager va être la culture, le référentiel culturel. Eh bien, tout récemment, je suis intervenu dans une organisation comme ça, et il y avait des gens bienveillants. Et ils ont été formés à ça dans différentes organisations. Je ne vais pas citer, pour ne pas faire de publicité à cet organisme qui est très industriel dans la formation. Hein, donc, c'est la plus grosse industrie de formation de France d'ailleurs. Ils avaient été formés là-bas en me disant, mais j'ai reçu cette formation là-bas, tu comprends, c'est une formation d'autorité qui fait son autorité, on m'a dit, tout le référentiel de la bienveillance. Eh bien, il me dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens ne sont pas respectueux de cette bienveillance. Alors, c'est ça crée des paradoxes en fait. Et dans son service, c'est pour ça que j'ai intervenu, il y a 2 personnes qui étaient en train de porter des plaintes pour harcèlement. Alors que lui, il se voyait comme étant quelqu'un de bienveillant. Et il ne comprenait pas. Alors quand on a eu des discussions, évidemment, donc il y a aussi, ça veut dire que le modèle de management, les modèles de management tels qu'ils sont dispensés aujourd'hui, ne conviennent plus, en fait, en raison d'une évolution culturelle de la population elle-même. Les jeunes n'acceptent plus d'être pilotés, d'être dirigés, d'être managés comme avant. Alors, il y en a encore certains, hein, anciens moules, anciennes références, comme le disait Stéphane, facilité aussi, facilité dans la relation, facilité de vie. Si tu prends les décisions pour moi, ben, prends-les, puis si elles ne sont pas bonnes, c'est toi qui assumes. Moi, je dis, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ça n'a pas marché. Donc, après, comment ça se passe? Et c'est toute la problématique, en fait, de l'organisation de l'entreprise d'aujourd'hui pour qu'elle puisse se développer. Alors, je reviens vers Jérôme qui tout à l'heure évoquait une suite par rapport à son propos, et peut-être que c'était sur l'utilisation d'un outil. Je te donne la parole, Jérôme, à propos certainement des structures et interactions en communication. Alors oui, je te remercie Jean-Louis. Je vais aller très vite, mais il y avait aussi ce que Jésus devait amener, puisque on intervient à 2 sur l'Institut Camille Miret. Il y a la formation QRT. Donc là, il y avait une question justement, c'est en direction de qui cette formation? En direction de tout salarié qui veut apprendre ce qu'est la qualité des relations et intégrer cette compétence dans son quotidien. Et là, on a commencé avec les directeurs d'établissement. Et puis petit à petit, on va aller sur toutes les strates, parce qu'une fois que la culture de la qualité relationnelle est partagée, eh bien, les relations sont beaucoup plus apaisées et ils travaillent mieux en collaboration. Ils ont des meilleures implications sur le projet relationnel de l'entreprise, et lors de changements, eh bien, on commence par échanger avant d'imaginer qu'on veut faire les choses pour nous faire du mal. Donc, il y a cet aspect-là quand même qui est très important, et ça, c'est la formation qualité relationnelle, elle vient de donner des savoirs, des savoir-faire, et on commence déjà une première mise en application en collectif. Et puis, pour compléter, c'est là où je rebondis sur ce que tu disais, il y a le modèle SIX, donc c'est l'étude des structures et interactions en communication. C'est en fait ce qui permet de prendre conscience de ses habitudes en communication. Donc, évidemment, cette étude, elle est strictement confidentielle, elle n'est pas donnée au N+1, au directeur, ça concerne la personne qui l'a passée et uniquement la personne qui l'a passée. Et ça permet justement de prendre conscience de ses habitudes, de voir comment on peut améliorer, diversifier, augmenter son potentiel de qualité relationnelle en individuel. Donc les 2 sont très complémentaires, ce qui permet aujourd'hui d'avoir justement ces directeurs d'établissement qui se disent « Eh bien, on va se faire des réunions entre nous pour travailler sur la façon dont on échange.
on va se faire une modification, une traduction des pics en FCR, c'est-à-dire des agents de dégradation de la relation, avec une formule qui permet d'échanger, de dire les choses sans générer de conflit. Et puis, ils vont aussi se regrouper entre eux pour pouvoir travailler sur des situations qui leur posent problème à eux, de manière à vraiment ancrer, consolider les savoirs qu'ils ont acquis lors de la formation. Donc, c'est un ensemble finalement de processus, une formation QRT, un accompagnement individuel avec les structures et interactions en communication, et puis derrière des ateliers de pratique. Alors, la plupart du temps accompagnés par un médiateur, mais en plus, là, ils ont décidé d'en faire d'autant plus par eux-mêmes, et puis de temps en temps de faire appel à nous en nous disant bah là on est bloqué sur cet aspect, comment on fait? Donc tout ça, ça prouve plusieurs choses, c'est que ça s'apprend, ça se pratique et ça s'accompagne. Et là, la première, c'est la formation QRT, un accompagnement individuel avec SIC et des ateliers derrière de mise en pratique, parce que c'est un peu vertigineux. C'est l'une des réponses qui arrive le plus souvent avec SIC quand on est en accompagnement individuel, c'est il y a trop de portes ouvertes, il va falloir que je pratique tout ça, ça fait beaucoup. Alors, on va commencer par une, puis deux, puis trois, et puis il y en a une qui ouvre, puis il y en a trois autres qui arrivent derrière. Ça va se faire petit à petit, mais pour maîtriser, il faut déjà commencer à pratiquer. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible parce qu'on a déjà 7 minutes de retard. Et je te remercie, Jean-Louis, de m'avoir passé la parole pour ça. Et si vous voulez d'autres informations, allez sur mediator.tv ou allez sur le site de l'EPMN pour les formations QRT. J'ai vu qu'il y avait des questions et je veux que Jérôme suit bien la réponse aux questions. Il y a une personne qui disait, mais est-ce que cette formation est seulement, ces formations de la qualité relationnelle sont seulement destinées à la gouvernance et au management, et pas à tous les salariés? Alors la réponse, c'est évidemment à tous les salariés. Stéphane, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais, juste sur la gouvernance, tu posais la question, est-ce qu'on peut introduire la qualité relationnelle alors que la gouvernance est pas encore dans le modèle d'aujourd'hui? Moi, je dirais que oui, et elle y est obligée, en fait. Elle y est obligée parce qu'elle est confrontée à des difficultés relationnelles et elle ne sait pas se débrouiller avec. Donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois de rentrer par une médiation, mais sûrement Jérôme également. Et de là, le dirigeant s'aperçoit que mince, ça produit pas les effets qu'on avait imaginés, c'est vraiment autre chose, ça résout la difficulté, et donc comment on fait pour aller plus loin? Donc ça engage le dirigeant, en tout cas dans une voie qu'il ne connaissait pas, et donc c'est pour nous en fait le moyen d'accès pour modifier au plus haut niveau de la gouvernance la représentation de tous les modèles et donc d'introduire la qualité relationnelle. Mais je te rejoins, si on n'arrive pas à toucher ça, c'est quand même plus difficile. Hein, s'il n'y a pas cette gouvernance qui fait le choix, c'est quand même difficile d'y accéder. Mais bon, voilà, la porte est ouverte à partir du moment où la difficulté relationnelle apparaît. Ben, j'espère que la porte est ouverte et la fenêtre aussi, parce que sinon, parfois, si la porte est ouverte, les gens partent. Quand on dit la porte est ouverte, mais justement, la porte est ouverte pour définir et travailler à un nouveau projet. Donc, merci Stéphane, merci à tous ceux qui ont participé et qui se sont intéressés et qui s'intéressent par la rediffusion, qui s'intéressent au management et au déploiement de la qualité relationnelle dans les organisations. Nous sommes bien évidemment toute l'équipe à votre écoute, à votre service, à votre attention, et nous vous proposons de nous recontacter par epmn.fr et nous saurons vous apporter les réponses les plus adaptées à vos besoins et à votre projet. Merci Jérôme, merci Stéphane, merci à tous, à très bientôt. Et Xavier, tu as la réponse sur le bouton. À très bientôt, merci Préventica.